En 1666, Newton mit en évidence la décomposition de la lumière blanche par l'intermédiaire d'un prisme dans des valeurs colorées qui correspondaient à celles de l'arc-en-ciel, et découvrit qu'une fois ces valeurs recomposées ensemble par un prisme opposé, redonnaient en fait une lumière blanche. Cette lumière blanche décomposée fait apparaître un spectre coloré dont on a conventionnellement mis en évidence les couleurs, le rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet. On peut partager de manière schématique ces zones en 3 parties: la zone du rouge, la zone du vert et la zone du bleu, qui, en superposition, couleur par couleur, donne rouge plus vert, jaune, rouge plus bleu, magenta, bleu plus vert, cyan. Et les 3 couleurs ensemble donnent un blanc. Vous aurez remarqué que dans ce spectre coloré n'existent pas les couleurs pourpres, le rose et les choses comme ça. En fait, la représentation était infidèle. La roue des couleurs permet de montrer que la superposition du rouge et du bleu donne la zone des magentas et violines. En 1827, Nicéphore Niepce, ingénieur français très prolifique, a réussi à fixer la première photographie du monde. C'était fait sur une émulsion en bitume de Judée qui n'était sensible qu'au bleu. Imaginez maintenant quelle image aurait pu donner cette photographie avec cette émulsion. Les bleus sont blancs et tout le reste est noir. On a réussi après à sensibiliser l'émulsion au vert, donc ce qui a commencé à nous donner un peu plus de détails. Et finalement, on a réussi, après plusieurs années, à la sensibiliser aussi au rouge, ce qui a donné un rendu en gris des couleurs qui étaient plutôt sympathiques. Le problème de l'émulsion sensible uniquement au bleu, dit ordinaire, c'était le rendu des chairs, des rouges à lèvres, des choses comme ça. C'était très noir. En orthochromatique, c'était noir aussi, et ça a commencé à être plus intéressant en panchromatique. C'est probablement au début du siècle que ça a donné cette mode des lèvres noires dans les films, où les actrices qui étaient filmées par des émulsions non sensibles au rouge avaient des lèvres très noires. Donc c'était une mode tout à fait opportuniste, qui a été assez répandue, il faut le reconnaître. Même chez les hommes. Mais évidemment, la grande frustration, c'était de ne pas pouvoir obtenir les couleurs de la vie. Le noir et blanc était un peu tristounet. On cherchait à obtenir des couleurs. Ces magnifiques robes en noir et blanc étaient encore plus belles en couleur. La poésie de la nature était invisible. Et un joli coquelicot noir n'avait plus aucune valeur. Et que dire d'un papillon qui n'aurait pas eu ses couleurs? Donc il fallait absolument trouver un moyen de reproduire la photographie avec les couleurs de la vie. La possibilité de reproduire des images en couleurs par projection et superposition des trois couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu, était un procédé qui était connu et assez difficile à mettre en œuvre. Un Russe, assez inventif, a inventé un appareil qui permettait de faire 3 photographies, les unes après les autres, et ensuite
une fois développé en positif, de projeter ça avec un projecteur, les 3 objectifs et les 3 filtres correspondant aux prises de vue rouge, vert et bleu, ce qui donnait à la sortie une image en couleur. Il a existé pas mal de projecteurs, dont un par exemple comme celui-ci, qui permettait de faire ce genre de projection. C'est un procédé qui a même été utilisé assez longtemps en Technicolor, avec 3 films à l'intérieur de la caméra, et qui photographiait les 3 couleurs, mais ça faisait des caméras absolument énormes, surtout au début. C'est d'ailleurs un procédé qu'on retrouve encore maintenant dans les caméras vidéo tri-CCD, c'est-à-dire qu'il y a 3 capteurs, un capteur pour le rouge, le vert et le bleu. Ça pourrait être utilisé en photographie, mais ça ferait des appareils photographiques énormes. Donc, pour en revenir à Sergueï, notre Russe, il photographiait, vous voyez à droite avec cet appareil, 3 images en noir et blanc, mais sous filtre rouge, vert et bleu, et la combinaison de ces 3 images donnait la photographie que vous voyez au milieu. Donc, première image, c'était sous filtre rouge, l'image du rouge. Ensuite, la deuxième image, c'était sous filtre vert, image du vert. Il fallait pas que le personnage bouge, ni l'appareil, ni personne. Et troisième image, l'image du bleu, et c'était complet. Ces 3 images, donc sous filtre rouge, sous filtre vert et sous filtre bleu, se présentaient comme ça avec le filtre, et une fois superposées les unes après les autres sur l'écran, le filtre rouge donnait ça, quand on rajoutait par-dessus la projection du filtre vert, ça donnait ça, et quand on donnait par projection, on rajoutait le filtre bleu, ça donnait l'image avec toutes les couleurs. Cet homme, une fois qu'il a eu bien mis au point son système, qui était assez compliqué, est parti dans tout l'empire de Russie faire des photos magnifiques et documentaires qui sont des documents absolument inestimables et d'une très grande qualité. Et il a fait ça pendant une dizaine d'années. Mais ce procédé était un peu compliqué à mettre en œuvre, et puis surtout, il fallait que le personnage, rien ne bouge entre les 3 prises de vue. Ça faisait longtemps qu'on cherchait à faire un film couleur qu'on puisse utiliser assez facilement, et les frères Lumière à Lyon ont inventé un système en se disant pourquoi ne pas mettre tous les filtres sur une pellicule et les mettre les uns à côté des autres. C'était en fait des grains de fécule de pommes de terre colorés qui étaient posés sur la gélatine et on faisait une seule prise de vue. Effectivement, la sensibilité n'était pas énorme, mais ça donnait des résultats très intéressants. C'était donc l'autochrome de lumière. Quand on s'approche, on s'aperçoit qu'on voit de plus en plus les grains de fécule de pommes de terre colorés pour donner l'image finale. Voilà, en gros, au microscope, la répartition était assez aléatoire, mais enfin, ça donnait des images correctes. Et un grand mécène très riche, Albert Kahn, a envoyé une équipe d'une quinzaine ou une vingtaine de personnes pendant plusieurs années pour apporter des documents sur de l'autochrome lumière, sur la Russie, sur l'Asie, la Chine, etc. C'est aussi une collection inestimable qu'on peut voir d'ailleurs au jardin d'Albert Kahn à Boulogne. Mais la fabrication industrielle de l'autochrome était un petit peu compliquée, et en plus, l'autochrome était un peu lourd et un peu fragile. Le français Dufay a inventé sur film, à ce moment-là beaucoup plus léger, ce qu'on a appelé le Dufay Color. Il consistait à imprimer, d'une manière ou d'une autre, un réseau coloré rouge, vert, bleu sur une
fine pellicule transparente. Ces procédés ont été abandonnés lorsqu'on a inventé les films tricouches en synthèse soustractive qui existent d'ailleurs encore. Le numérique reprend les mêmes principes de base. Un capteur numérique, c'est une multitude de cellules photoélectriques installées sur une petite surface, sensibles à toutes les couleurs, mais incapables de reproduire les couleurs. On installe dessus, pour la capture, une mosaïque rouge, vert, bleu, quasiment comme sur l'autochrome ou sur le Dufecolor. Ces cellules photoélectriques, en fonction de la quantité de lumière reçue, vont générer une quantité d'électricité qui sera les données brutes de l'image. Ce n'est évidemment pas utilisable tel quel et devra être calculé par un logiciel et l'ordinateur, ou l'appareil de photo avec son petit ordinateur, pour recréer des données utilisables pour créer la couleur. En effet, il y a dans un appareil de photo un capteur sensible à toutes les couleurs, sur lesquels sont installés des filtres dans une mosaïque qu'on appelle la matrice de Bayer, rouge, vert, bleu. Et en réalité, sur un capteur qui ferait par exemple 20 mégapixels, 20 millions de pixels, il y en a 5 pour capturer le rouge, il y en a 10 pour capturer le vert, et il y en a 5 pour capturer le bleu. Et ensuite, il faudra bien reconstituer tout ça en moulinant. Et après calcul, on récupérera des informations informatiques en rouge, en vert et en bleu qui permettront de recréer cette image. On retrouvera d'ailleurs ensuite sa représentation sur l'écran avec une matrice rouge, vert, bleu, chaque pixel étant représenté par un rouge, un vert, un bleu, et que un gris est représenté par une valeur un peu plus sombre, et les autres couleurs, ainsi que vous pouvez le voir sur votre écran. La combinaison additive donnera ce résultat, superposition des trois couleurs, et le résultat final sera l'image en couleur dans cette configuration en additif. Revenons sur la synthèse des couleurs. Pour les capteurs et pour l'écran, on est en une synthèse additive, mais pour ce qui concerne l'impression, quelle que soit l'impression, que ça soit imprimé sur une presse photogravure, sur une imprimante, etc., ça sera toujours la synthèse soustractive en cyan, magenta, jaune. Nous avons tous appris, quand nous étions jeunes, qu'en termes de peinture, gouache, aquarelle, encre, peinture à l'huile, il existait trois couleurs dites primaires. Le bleu, qui absorbe le rouge dit rouge mais qui est en fait un magenta et qui absorbe le vert. Ensuite, le jaune qui lui absorbe le bleu. Le mélange du magenta et du cyan qui nous donne un bleu tendance violet. Le cyan plus le jaune qui conduit au vert.
le magenta plus le jaune qui nous donne le rouge tendance vermillon. Et enfin, le mélange des trois couleurs donne normalement du noir, mais en général qui manque un peu de densité, d'où, dans les boîtes de peinture, une couleur au moins une supplémentaire qui est le noir d'ivoire. Sur une émulsion photographique qui travaille aussi en cyan magenta jaune, nous sommes dans des conditions de densité en surépaisseur, donc le noir n'est pas indispensable, mais on continue à utiliser le cyan magenta jaune. En matière d'impression, que ce soit en imprimerie ou en jet d'encre ou en sérigraphie ou tout ce qu'on peut imaginer, comme c'est une très très fine couche d'encre, on est obligé de rajouter du noir, comme sur les imprimantes qui utilisent au moins 4 cartouches, cyan, magenta, jaune et noir. En technique d'impression classique, on doit générer un film pour le rouge, comme les captures de notre ami le russe, un film pour le vert et un film pour le bleu. Ces films sont destinés à générer des plaques que l'on va ancrer, pour le rouge en cyan, pour le vert en magenta, et pour le bleu en jaune. Ce qui aura pour résultat, une fois qu'on aura pressé la plaque sur le papier, imprimer le cyan, rajouter en superposition le magenta et enfin le jaune qui nous donnera une image correspondant à l'original. L'histoire du noir est un peu plus subjectif. La température de couleur est un paramètre important dans le rendu de la couleur en général. La température de couleur, c'est la différence de couleur qu'il peut y avoir dans certaines conditions de lumière. Par exemple, le soleil, quelle que soit l'heure de la journée, vous n'avez pas la même température de couleur. Et la température de couleur est un concept qui correspond au fait que la lumière émise par un corps qui est chauffé, qui sera plus ou moins rouge ou blanche, selon la température. Par exemple, cette température de couleur, qui est exprimée en Kelvin, donne pour une bougie entre 1900 et 2000 K, pour le soleil au zénith à midi en été à environ 6000 K, ça dépend un peu des conditions. Pour une lampe à tungstène classique comme les anciennes qui sont interdites maintenant à 2800 K, une lampe halogène survoltée peut aller de 3000 à 3200 K, et le reste des sources lumineuses comme les tubes fluo, les LED et les flashs électroniques n'ont pas de température propre, mais un équivalent. Le spectre de la lumière du jour, classique, à 5500 K, correspond à ce schéma. Et le spectre de la lumière artificielle à incandescence, lui, a un très gros déficit de vert, mais surtout de bleu, ce qui donne à la sortie une image assez rouge. Elle n'est pas plus rouge, elle est moins bleue. Cette image, dont vous pourrez constater la qualité artistique indéniable, présente aussi l'intérêt d'avoir des contrastes relativement importants et une température de couleur plutôt approximative. Pour commencer à la travailler, nous allons baisser l'exposition, d'une part pour vérifier quelles sont les possibilités de récupération dans les lumières, et en plus pour accentuer les défauts de couleur. Donc à ce moment-là, on peut jouer sur la température pour essayer d'obtenir quelque chose se rapprochant de valeurs neutres dans les blancs qui sont éclairés par la lumière artificielle. On est à une valeur de 3200, quelque chose comme ça. Donc on va revenir sur une exposition
de base, et on va à ce moment-là densifier les tons clairs. Bon, vous constaterez que voilà, on va éclaircir un peu les tons foncés. On va redonner un petit peu de noir dans les ombres. Ensuite, on peut très bien désaturer le bleu qui est au fond dans le jardin. Redonner un petit coup d'anti-voile et un petit peu fermer l'image avec un vignettage. Voilà, on refait un réglage de température de couleur. Et voilà, maintenant on peut comparer avec l'image telle qu'elle était avant, dans une fonction avant-après. À gauche, avant, à droite, après. C'est subjectif, mais à gauche, avant, à droite, après. Bon. Donc la correction finale et le JPEG généré par l'appareil. Comme dit l'autre, il n'y a pas photo. Nous avons tous remarqué que dans un magasin qui vend des téléviseurs ou des moniteurs, les images affichées, même si ce sont les mêmes images, ne sont pas affichées de la même façon. Pour ce qui concerne les appareils de photo, les capteurs, quels qu'ils soient, sont bons mais ne donnent pas tous les mêmes résultats. Un peu comme les films, à l'époque où tout le monde utilisait du film, qu'on utilisait pour leur qualité mais pas pour leur fidélité aux couleurs. Pour les imprimantes, c'est pareil, ce sont des appareils différents, donc chacun donne un résultat qu'il dit être le meilleur. Pour les encres, c'est encore pire, il y a des encres d'origine et des encres compatibles, de bonne ou de mauvaise qualité. Et il y a les papiers, que ce soit du papier ordinaire ou du super papier de chez Canson, forcément les rendus sont différents. Donc l'intérêt de la calibration, c'est de faire en sorte que le capteur donne sur l'écran une image qui corresponde à ce qu'elle donnera sur l'imprimante. Pour les écrans, on peut les calibrer avec des sondes associées à un logiciel qui permet de corriger les couleurs de manière à ce qu'elles soient standardisées. La création du profil est donc destinée à atténuer au maximum les défauts de caractérisation de l'écran en modifiant les valeurs RVB pour qu'elles atteignent un standard qui nous permette d'avoir de bonnes couleurs. Pour ce qui concerne les papiers et les imprimantes, il faut un colorimètre et chaque papier différent demande un nouveau profil. Mais chaque papier, chaque imprimante et chaque encre demande un nouveau profil. L'important donc à la fin, c'est que tout doit être réglé de manière à ce que pratiquement tous les écrans donnent le même résultat, quel que soit le fichier, que à l'impression toutes les imprimantes donnent avec ce fichier le même résultat, dans la mesure du possible, que dans les labos en ligne, ils vous fournissent une image qui correspond à ce que vous avez sur votre écran.